Bonjour à tous et merci une fois encore, mesdames et messieurs, d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse à votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine. La capitale Yaoundé s'est voulu le carrefour de la diaspora du 28 au 30 juin et ce à la faveur du premier forum de la diaspora, le FODIAS 2017. La rencontre s'est refermée vendredi. Pendant 3 jours, gouvernement et participants à cette rencontre se sont entretenus pour trouver des voies et moyens pour permettre aux Camerounais de l'étranger de mieux investir dans leur pays d'origine. Que peut-on retenir du FODIAS 2017? Quelle diaspora y a participé? Et surtout, comment les Camerounais de l'étranger apprécient-ils l'offre du gouvernement? Nous en parlons dans cette édition de Droit de réponse avec nos panélistes. Autre actualité forte de la semaine, c'est sans doute cette facilité de crédit élargie que le FMI vient d'accorder au gouvernement camerounais pour un montant de près de 400 milliards de francs CFA. L'information rendue publique cette semaine a suscité une véritable levée de boucliers au sein des milieux économiques. Pour des économistes, en effet, le Cameroun est à nouveau sous ajustement structurel et c'est un programme économique de trop, précisent donc certains. Alors que penser de ce nouveau chemin dans lequel s'engage le Cameroun économiquement? Nous en parlons également dans le deuxième arrêt de cette émission. Mais avant, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus cette semaine. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes. Alors, on fait donc la revue de presse de ce dimanche. 2 sujets à la une de cette édition de Droit de réponse. D'abord le FMI, mais également le FODIAS 2017. Bien entendu, parlant notamment du Fonds monétaire international, on le sait, la presse n'est pas restée des mêmes mortes cette semaine qui s'achève avec notamment des analyses différentes sur le sujet. Cette semaine donc encore la presse s'est intéressée à l'endettement du Cameroun, Mutation par exemple qui parle donc du Cameroun qui est à nouveau sous le diktat du Fonds monétaire international, fait savoir qu'il vient donc d'emprunter 390 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent en tout cas auprès du Fonds monétaire international selon le quotidien. Cet argent servira au rééquilibrage du budget de l'État et bien entendu à la modernisation du secteur privé. Et Mutation, après donc ces explications, relève que le pays va vers des mesures d'austérité pour des fonctionnaires camerounais. Alors Mutation précise que c'est reparti donc pour un autre programme d'ajustement structurel qui ne cache même plus son nom. À travers notamment cette dette de plus, le gouvernement camerounais est donc obligé de tout revoir dans sa façon de gérer les ressources financières et surtout de rendre compte au Fonds monétaire international au quotidien de bien entendu tous les actes qui sont posés sur le terrain. Dans les réactions et selon bien sûr Mutation, Bernard Wandi, économiste, s'étonne de ce qu'il n'ait pas été donc prévu le remboursement de la dette de l'État vis-à-vis donc des opérateurs économiques nationaux. Donc l'ingénieur financier Babissa Kana pour sa part se demande si le Cameroun était obligé de partiser donc avec le Fonds monétaire international. C'est une question. La nouvelle dette appelle bien sûr par ailleurs donc la hausse des taxes à plusieurs niveaux. Bref, c'est une autre façon pour le gouvernement camerounais de dire à sa population qu'il faut davantage serrer la ceinture parce que ce sera un peu plus dur que la dernière fois. Sur le sujet, donc, la nouvelle expression pense qu'avec cet endettement de 30% de son produit intérieur brut, le Cameroun ne mérite pas d'être donc engagé au forceps dans l'austérité qui dégage, bien entendu, davantage l'indicateur donc clé de la bonne santé de l'économie qui est donc le taux de chômage, lequel ressort scandaleusement à 40% de l'essentiel ou de l'ensemble même de la population active et pire encore des jeunes et femmes à 70%. Ce sont des chiffres qui effrayent l'économiste Célestin Bédigui. Le gouvernement manifeste donc à travers cette autre dette son incapacité et même son incompétence, pire encore le sabotage de l'économie sous bien entendu le fonctionnement, sous le mépris même de la population et qui doit désormais payer le prix. C'est ce qu'on lit en tout cas pour ce qui est du premier sujet tel que la presse a pu traiter donc de cette question cette semaine qui s'achève. Alors, le second sujet de cette autre édition de Droit de réponse concerne bien entendu la diaspora, le forum qui s'est tenu en tout cas au cours de la semaine qui s'achève et qui vient donc de prendre des dispositions aussi importantes. Camer Presse, par exemple, qui parlait d'investissement, avait déjà donné le ton en précisant
que le gouvernement camerounais était donc à l'assaut des 600 milliards de francs CFA de la diaspora dans les colonnes de l'hebdomadaire. Il est dit que le gouvernement, en organisant donc ce forum, voulait réorganiser l'envoi des fonds des Camerounais donc de la diaspora, non pas seulement pour manger et boire, comme c'est très souvent le cas, mais surtout pour investir au Cameroun. Donc le traitement du sujet par la Nouvelle Expression est bien différent. Le journal du Carrefour Equinox à Douala souligne que l'organisation administrative ne favorise pas la mise sur pied d'un climat des affaires attrayant pour les investisseurs. La Nouvelle Expression a donc rencontré plusieurs Camerounais venus donc à ce forum d'échange, les témoignages des victimes de la corruption, la discrimination et même l'arnaque de certains fonctionnaires au niveau donc local est démontré dans la plupart des journaux cette semaine pour dire que les investisseurs ne viennent pas parce qu'il y a donc désormais ces tares qui sont révélés par le journal. Certains estiment que le forum de Yaoundé est une sorte de balade de santé pour ceux qui ont d'ailleurs pris part à ce grand rendez-vous. Le rédacteur de l'article précise que les propositions faites par la diaspora pourraient donc mourir dans les tiroirs de l'administration camerounaise. Cameroun Tribune pense plutôt que les propositions seront prises en compte et feront d'ailleurs l'objet des applications immédiates afin de permettre à certains ou à cette diaspora d'investir librement au Cameroun. Le reporter du quotidien gouvernemental fait savoir que la réalité s'est faite à travers donc des discussions ouvertes, même si la question de la double nationalité n'a pas été ou n'a pas attiré l'attention du reporter du quotidien gouvernemental. Dans l'une des parutions d'ailleurs de cette semaine de la Nouvelle Expression, on a pu lire que les organisateurs du Forum de la diaspora ont donc esquivé la question de la double nationalité et malgré cela, la diaspora a d'ailleurs posé ses conditions pour elle et selon bien sûr la Nouvelle Expression, le gouvernement camerounais puisse donc reprendre ou repenser une stratégie plus accueillante d'ailleurs et bien sûr des processus plus encourageantes pour les amener à ramener notamment dans le pays leur savoir-faire sans traverser bien sûr beaucoup d'obstacles administratifs. Bien plus, la diaspora a donc a émis le vœu donc de voir le Cameroun se doter des textes législatifs favorables à un climat d'affaires plus serein. Voilà du moins comment est-ce que la presse a traité de ces deux questions cette semaine qui s'achève. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. À dimanche également. Alors on découvre le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse pour ce qui est de ce premier sujet. Notamment, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous pour cette émission Maître Serge Bakoa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour à vous, chers panélistes. Alors vous êtes représentant de la diaspora de France depuis 2013. Vous êtes également le premier Africain à être élu au Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Et vous êtes également membre du MEDEF international. Vous êtes également membre du barreau de Cameroun. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autre invité sur notre plateau ce dimanche, Monsieur Jean-Patrick Ketcha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Alors vous êtes aussi membre de la diaspora de France, ou ancienne diaspora plus précisément. Vous êtes donc diplômé en droit des affaires, vous êtes à votre propre compte désormais, vous êtes à la tête d'une structure spécialisée dans l'entrepreneuriat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis content d'être là. Merci également à vous d'être venu, Monsieur Conrad Dieudonné Bébédi. Oui, merci de m'avoir invité. Bon dimanche à vous. Vous êtes également un membre de la diaspora, mais Angleterre cette fois-ci. Vous êtes à votre propre compte. Vous êtes également entrepreneur à la tête de plusieurs structures dans le montage de projets, entre autres. Bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Jacques Bimaille, bonjour. Bon dimanche à vous. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV et bonjour à tous les membres du panel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes manager, ingénieur polytechnicien d'Allemagne, vous êtes également un produit de la diaspora, il faut le noter. Vous êtes revenu au Cameroun depuis plusieurs années, vous avez été à la tête de plusieurs entreprises, vous êtes également un homme politique. Exactement. C'est bien précisé. Alors merci à vous, chers messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Commençons donc les débats de ce jour. Je le disais tout à l'heure, la diaspora camerounaise était à l'honneur du 28 au 30 juin dernier à Yaoundé, à la faveur donc de ce premier forum de la diaspora, FODIAS 2017, qui s'est tenu avec pour thème le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation. Je vais commencer par vous, Maître Serge Bakoa. Je le disais tout à l'heure, vous avez conduit donc la délégation des Camerounais de France à ce rendez-vous. Est-ce que vous êtes satisfait au terme du FODIAS 2017?
Je suis satisfait parce que pour la première fois, nous avons pu, grâce au Minirex, nous retrouver. L'ensemble de la diaspora, non seulement la diaspora française que j'ai conduit, mais aussi la diaspora des autres pays. Que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, l'Afrique, très important. Nous avons pu, un certain nombre, déjà faire connaissance. On ne se connaissait pas. C'est un élément positif très appréciable. On ne le dit jamais assez, mais pour faire des choses, il faut d'abord se connaître. Ensuite, s'apprécier, travailler ensemble. Et je terminerai que je suis d'autant plus satisfait que ça nous a donné l'opportunité de créer le Conseil des représentants de la diaspora. Alors, qui sera justement l'interface entre cette diaspora et le gouvernement, les organisations non gouvernementales et l'ensemble des parties prenantes qui souhaitera justement poursuivre ce dialogue inclusif et des actions concrètes avec la diaspora. Alors dans les médias cette semaine qui ont justement parlé de ce forum, on a estimé que c'était une certaine diaspora qui était représentée à Yaoundé, à ce FODIAS 2017. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que vous avez retrouvé toute la diaspora, c'est-à-dire que c'était une rencontre représentative de toute la diaspora, des 5 millions de Camerounais qui sont à l'étranger? D'abord, il faudrait qu'on définisse ce concept de diaspora représentative. On a parlé de diaspora positive, par voilà. Si on considère, si on prend justement l'ensemble des pays où cette diaspora est implantée, les pays que je viens de citer, il y en a même qui sont en Hongrie, il y en a qui sont dans les pays de l'Est, il y en a qui sont en Afrique du Sud. On peut considérer que sur ce critère du lieu d'implantation des Camerounais de l'étranger, la représentativité justement ne fait l'objet d'aucun doute. Maintenant, il faut aussi accepter le fait que au sein de notre diaspora, il y a un certain nombre de personnes et même des personnalités qui n'ont pas pu être présentes. Au sein de notre diaspora, il y a encore un certain nombre d'hésitations, il faut le dire, d'hésitations à s'impliquer davantage dans les affaires, dans le dialogue inclusif avec le gouvernement. Ça se travaille. Et nous allons poursuivre justement ce travail-là. Alors, Conrad Bébédi, satisfait-vous aussi par le FODIAS 2017 à l'issue de la rencontre? Pour dire vrai, je suis satisfait à moitié de la rencontre du gouvernement avec le FODIAS, d'une part. Et d'autre part, je ne suis pas satisfait. Je viens par rapport à ce que vous dites dans le cadre de ce qui se dit dans les journaux. La diaspora, normalement, se revendique des choses, ça c'est vrai, parmi lesquelles je viens de la diaspora d'Angleterre. Le gouvernement nous a invités dans le cadre de la diaspora pour nous mettre ensemble pour une synergie. Et ils ont mis beaucoup de thèmes dans plusieurs secteurs, dans les secteurs santé, éducation, parmi lesquels il y avait 7 secteurs. Et pourquoi je ne suis pas satisfait? Parce que j'ai constaté que tous les ministères n'étaient pas représentés, en l'occurrence parce qu'on a discuté dans beaucoup de choses, en l'occurrence la décentralisation où le ministère, le MINAD n'a pas été représenté. Moi j'ai trouvé ça comme un sabotage, pour vous dire vrai. De deux, ils ont méprisé même le Minirex qui a fait des efforts dans le cadre de nous appeler, payant les billets d'avion et autres, et on nous a pas permis de pouvoir s'expliquer. Par contre, c'était un cadre d'échange très très bien, comme Maître le dit tout à l'heure, parce que je ne le connaissais pas, et lui non plus ne me connaissait pas parce que je suis consultant. Je fais dans le montage des projets, je fais la recherche des financements et des partenaires techniques sur le plan international. Et ça fait depuis 2011 que je viens au Cameroun, suite à l'appel lancé par le chef de l'État qui appelle cette diaspora par décret présidentiel numéro 2013. Alors donc pour vous, le cadre
d'échange, il était là, mais il a manqué l'expertise technique, peut-être un accompagnement du gouvernement pendant la rencontre. C'est ça votre déception? Exactement, parce que le cadre était là, mais il a manqué un appui institutionnel formel avec d'autres administrations qui doivent nous accompagner. Et qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire qui a été fait dans les médias, où on a pensé que c'est une certaine diaspora qui était là, notamment la diaspora dite positive? Peut-être qu'on va comprendre ce que ça veut dire diaspora positive, la diaspora pro-gouvernementale, on a entendu ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'avis à ce qui se dit dans les journaux, parce qu'il faudra parler des choses concrètes. Quand on parle d'une diaspora positive, je ne me jette pas des fleurs, je ne fais pas partie du gouvernement, je tire sur le gouvernement, je tire sur la diaspora. Quand je dis tirer, on faut qu'on s'entend. Personne ne peut dire que c'était une diaspora choisie, gouvernementale, non, parce que je ne suis pas du gouvernement. Dans le sens que c'est une diaspora qui est capable. Le chef de l'État nous dit « osez, n'ayez pas peur ». Et vous ne pouvez pas rester à dire que c'est une diaspora alors que vous n'avez même pas une idée, vous n'avez pas des propositions, vous n'êtes pas venu pour pouvoir dialoguer et dire ce que vous pensez et ce que vous voulez. Alors Jean-Patrick Ketsa, justement, sur les critères de choix, dis-nous comment est-ce que vous arrivez au FODIAS? Vous avez été convié, vous avez fait la démarche vous-même, comment ça se passait pour justement prendre part? Le maître le disait, il y a certains qui ne sont pas venus, pourquoi? Moi, je suis ancien diaspora, donc je viens du local, quoi, je suis de Douala. Et justement, le problème est que très peu de gens de l'ancienne qui étaient anciennement diasporiens étaient représentés. Et c'est un problème parce que vous ne pouvez pas vouloir dire qu'il faut un rapprochement en pensant que le rapprochement, c'est uniquement les gens de la diaspora et le gouvernement. En réalité, et c'est un problème qu'il y a de manière générale, il faut un rapprochement entre les Camerounais. Parce qu'avant toute chose, avant d'être diaspora ou du nord ou du sud ou du nord-ouest, on est d'abord Camerounais. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a manqué, c'est-à-dire ce côté citoyen patriotique, avant de parler d'affaires, de gouvernement, de technique et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on remette un peu dans les choses du pays, un peu d'humain, et ça manquait un peu d'humanité. Maintenant, moi, je suis allé moi-même au Minrex, quand j'ai vu la communication sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que tous les Camerounais au Cameroun auraient pu le faire, et j'ai dit, écoutez, je suis ancien de la diaspora, je pense que mon expérience depuis 9 ans, en plus dans l'accompagnement des affaires, parce que j'ai une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, peut servir à ceux de nos frères et sœurs qui veulent venir de l'autre côté. Et pendant une semaine, j'étais d'ailleurs avec M. Conrad, on a travaillé à ce que le minimum positif soit présent et que quand les gens de l'espoir viennent, ce soit bien. Mais moi, je pense que la question est vraiment revient à celle de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et il a manqué un peu de ça parce que je reproche toujours un peu à la diaspora que j'étais avant, en tout cas pas toute, hein, mais une partie, de ne pas faire assez preuve de relatisme culturel. C'est comme si ils étaient d'autres Camerounais et que ceux locaux étaient qu'on a à part. Donc c'est un peu ça qu'il a manqué, cette cohésion. Et d'ailleurs, Maître a parlé de cohésion entre les diasporas, mais je pense qu'il conviendra avec moi qu'il n'y a pas eu de cohésion entre les Camerounais, entre les diasporas. Oui, mais entre les Camerounais, j'ai pas senti cette synergie-là. Alors, Jacques Bimaï, sur l'événement en lui-même, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même des noms qui pourraient crédibiliser un peu plus cette rencontre? On est au Cameroun, on entend certains Camerounais dans d'autres pays qui font des sorties. On s'attendait quand même à voir ces Camerounais conviés à cette rencontre-là. Ils n'étaient pas là. Est-ce que vous pensez que la rencontre a été crédible sur ce point-là? Cette rencontre a été crédible. Je commencerai ici par féliciter le chef de l'État qui a structuré cette idée, et le gouvernement camerounais, mais surtout nos frères et sœurs de la diaspora qui ont pris part à ce forum. Vous savez, nous sommes à un tournant de l'histoire. Nous avons un combat collectif aujourd'hui, c'est le développement du Cameroun. Je pense que pour ce développement, ce pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, où qu'ils soient. C'est pour cela que je pense que cette première rencontre, que je qualifierais d'historique, vous savez, j'ai été longtemps en Allemagne, je me suis battu, et que je vois aujourd'hui nous faire arriver comme ça, c'est important. J'entends parler de la diaspora positive.
Non, n'allons pas là. Je crois que nous devons avancer. À chaque moment donné, il y aura un gouvernement. Et il y aura les filles et les fils de ce pays quelque part. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de nous donner la main dans le cadre d'un dialogue inclusif. Et il n'y a pas de super Camerounais. Je crois que, je l'ai dit à Yaoundé, parce que j'ai fait un tour là-bas, ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Le sang de ce peuple circule dans nos veines. Nous sommes obligés de nous donner la main. Et je suis de ceux-là qui pensent que sans l'implication de la diaspora, le décollage économique, l'émergence du pays sera assez difficile. C'est pour ça que je dis, bonne initiative. Et ceux qui étaient là, vous savez, hein, dans un peuple, dans une société, il y a toujours des leaders. Je ne vais pas citer les noms, mais je peux vous dire que j'ai rencontré à Yaoundé beaucoup de Camerounais que je n'avais jamais rencontrés, mais que je connaissais, parce que ce sont des leaders dans le domaine politique, des leaders dans le domaine scientifique, le domaine économique. Je crois que c'était un grand forum et je dis merci à tout le monde. Alors, Maître Serge Bakoua, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait certainement des Camerounais qui boudaient encore, mais qui refusaient, qui peut-être n'étaient pas, qui n'ont pas participé, qui tardent encore à participer à ce type de rendez-vous, pour essayer d'utiliser les mots précis que vous avez utilisés. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, certains Camerounais tardent encore justement à participer à ce type de rendez-vous aujourd'hui? Non, c'est parce que il nous manque les outils déjà pour pouvoir traquer ces différents Camerounais et l'ensemble. Par exemple, nous n'avons pas pour l'instant, à ma connaissance, une base de données qui retrace justement secteur d'activité par secteur d'activité, association, groupement, organisation non gouvernementale, cadre d'entreprise, exécutifs, dirigeants d'entreprise. Nous n'avons pas une base de données justement de ces Camerounais-là. Ce qu'on n'a pas vu à Yaoundé sont des Camerounais qu'il faut forcément répertorier de manière particulière pour les avoir dans un rendez-vous pareil. Vous me posez la question, donc je vous réponds. Je vous dis que il y a des... aujourd'hui, le gouvernement camerounais ne connaît pas tous les Camerounais, justement, et notamment un certain nombre de Camerounais qui sont dans la diaspora. Nous les connaissons. Parce que nous sommes avec, nous travaillons avec, nous faisons un certain nombre de choses avec. Donc, par conséquent, je pense que pour cette première édition, il me semble que l'intérêt, la démarche a été, à travers justement des ambassades, de solliciter ceux qui ont un contact, je dirais, direct avec les représentations diplomatiques qui sont dans des grandes institutions internationales, etc. Il me semble que pour la suite, cette base de données qui figure notamment parmi les recommandations, et pour cause, cette base de données, le premier travail c'est celui-là. On va recenser individuellement et personnellement les fonctionnaires camerounais bientôt. Donc, faire aussi un tel travail au niveau justement des membres de la diaspora permettra justement de les identifier. Alors revenons à l'objectif de cette rencontre qui était de trouver des voies et moyens, j'essaie de le reformuler en mes mots pour que les Camerounais à l'étranger puissent investir facilement au Cameroun. Je pense qu'il s'agissait de cela. Est-ce que cet objectif a été atteint pour vous, Conrad Bébédi, à l'issue de la rencontre? De toutes les façons, je pourrais dire oui quand je vais voir des choses s'appliquer. Pourquoi? Parce que, en ce moment, comme vous avez posé la question à Maître, pourquoi les autres Camerounais ne sont pas venus? Vous pouvez y répondre aussi. Si oui, parce que là, les autres Camerounais ne viennent pas parce que, déjà au départ, moi je suis patriote. Je suis une nationalité italienne, mais je réside en Angleterre et j'aime mon pays. Et la nationalité, si je l'ai prise, c'était juste pour participer au développement politique, économique, pour le développement de mon pays, pour qu'on avance comme en Europe.
Pour vous, les autres Camerounais ne sont pas Les autres Camerounais ne viennent pas dans dans le cadre de ce forum parce que j'en ai rencontré des ingénieurs, des docteurs. Ils m'ont dit le problème qui se pose au Cameroun, c'est la lenteur administrative. Il y a les considérations subjectives des individus qui mettent les bâtons dans des roues, c'est vrai. Et le problème de corruption. Je suis victime, pourquoi? Parce que, si je le dis, parce que j'ai des projets structurants. Si vous me permettez de pouvoir peut-être déballer certaines choses, nous allons discuter. Je ne suis pas passé par le canal d'une ambassade pour venir participer depuis 2011. Parce que je suis Camerounais, je prends mon rôle, je viens saisir les administrations, en l'occurrence le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, dans l'optique de pouvoir leur présenter ce que nous avons comme possibilité d'investissement et apporter des partenaires techniques. Est-ce que vous avez pu le faire à ce forum-là, justement, pour présenter ces projets que vous... Exactement, c'est pourquoi dès le départ, je vous ai dit qu'au forum, je n'étais pas satisfait parce qu'on nous a donné peut-être 40 minutes pour se défendre dans un programme. J'ai présenté au moins 2 ou 3 projets parce que j'en ai 7 et le gouvernement est au courant de tous ces projets que j'ai apportés avec des financements. Si aujourd'hui il y a eu des blocages, quand je vous dis des blocages, où j'ai même amené certains ministres devant la justice, certains directeurs sont entendus sur procès verbal parce que je n'ai pas à cracher, je ne suis pas un homme politique. Nous sommes là pour, comme notre compatriote a dit, c'est pour nous mettre en synergie, pour travailler pour le développement de notre pays. Les Camerounais ne viennent pas, pourquoi? Parce qu'il y a trop de lenteur administrative. Il est vrai, je parle à mon confrère, le mot diaspora aujourd'hui, ça énerve beaucoup de gens, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes tous Camerounais parce que moi je fais preuve d'être Camerounais et patriote. J'arrive ici, ce n'est pas le gouvernement qui m'achète le billet d'avion, ce n'est pas le gouvernement qui me nourrit, j'abandonne ma famille pour venir participer à des projets structurants que je pourrais vous expliquer tout de suite. Donc moi je pense que les Camerounais ne viennent pas parce qu'il y a trop de lenteur administrative. Il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, voilà. Jean-Patrick Tchia, est-ce que vous pensez qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé au début de cette rencontre avec le gouvernement? Il disait tout à l'heure, Conrad Bébédi, les Camerounais, en fait, les membres de la diaspora présents à la rencontre n'ont pas eu assez de temps pour exprimer leurs projets. Certainement beaucoup à redire dans la manière dont cela s'est passé. Est-ce qu'à la fin, vous pensez... Moi, je vais, sur cette question, je vais rejoindre plutôt l'avis de Maître. Dans un premier temps, qui est de dire qu'il fallait déjà rassembler les gens, en fait. Il fallait déjà que les gens apprennent à se connaître. Parce que de toute façon, on ne peut aller nulle part si on ne se connaît pas. On demande aux gens de travailler ensemble. Vous savez, la division d'une nation, c'est un groupe de personnes données, décidant de vivre ensemble dans un territoire délimité par les frontières. Et au Cameroun, pour plusieurs raisons, le vivre ensemble a disparu. Alors ça, c'est la reconstruction ce forum marque le début de la reconstruction du vivre ensemble avec cette partie de nos compatriotes qui sont partis à l'étranger. Et il faut savoir que ces gens-là ne sont pas partis à l'étranger par gaieté de cœur. Certains, c'est pour la formation et d'autres parce qu'ils voulaient se battre, comme on dit ici. Donc, le fait qu'on crée cette plateforme, en tout cas cet événement-là, pour déjà dire à tous les fils et filles du Cameroun que vous pouvez venir participer, c'est très bien. D'ailleurs, quand l'information était envoyée sous réserve, quand l'information était envoyée aux Camerounais de la diaspora de venir participer, c'était quelle que soit la couleur du passeport, quelle que soit la nationalité, même si le passeport il est bleu, et même s'il s'agit de personnes nées totalement, par exemple, américains, mais il suffit qu'ils disent que non, mes parents sont camerounais, donc je me sens camerounais. Donc vous voyez qu'il y a une volonté de l'État de rassembler, du chef de l'État. Et ça, c'est là où je rejoins M. Bimaï, il est effectivement exact qu'il faut dire merci aux autorités de l'État pour avoir eu cette volonté-là. Alors, est-ce que ça s'est manifesté de manière pragmatique? Je pense que, comme disait Maître tout à l'heure, il y a le mode je dirais pas de sélection, mais le mode d'information au Camerounais de la diaspora sur comment venir participer a été peut-être la faiblesse de ce forum, parce que moi j'ai des amis qui sont de très haut profil en France et qui m'ont dit je peux payer mon billet d'avion en classe affaires pour venir, mais je viens pas parce que je vois pas la visibilité. Et ça, c'est la deuxième faiblesse. C'est pourquoi ce forum, au-delà seulement du rassemblement. Vous savez, les gens de la diaspora, ils ont pas... Quand vous êtes à l'étranger, moi je parle de la France, qui est le pays dans lequel j'ai fait 15 ans, c'est pas facile, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Donc si, comme on dit, on doit laisser sa famille prendre son billet d'avion, venir, il faut qu'on touche un peu le concret du doigt. Et je pense que... Il a manqué du concret dans cette... Il a manqué du concret, mais au moins, on a posé les bases d'une prochaine rencontre qui sera, elle, concrète.
Oui, vous voulez réagir, maître? Effectivement, je pense que à la question très précise de savoir est-ce que des projets d'investissement ont été présentés et ont abouti, la réponse est non. C'est parce que c'est pas dans ce type de cadre, sauf erreur de ma part, que peuvent se discuter ou qu'on peut aller en profondeur justement de l'analyse d'un projet et de sa déclinaison en termes d'investissement. Au départ du FODIAS, il était question justement que les ambassades ont fait une communication en demandant aux membres de la diaspora qui sont intéressés d'envoyer leurs projets. Donc, les personnes intéressées ont envoyé leur projet. Mais c'est à ce moment qu'il y avait un travail qui devait être fait parce que les membres de la diaspora, comme vous dites, et en général, ils sont prudents, ils ont été échaudés par un certain nombre d'expériences. Donc, les gens ne présentent pas leur projet comme ça. Donc, il faudrait déjà, les projets ont été présentés et au Cameroun, l'idée, il me semble, a été de reformater ce FODIAS de manière justement à poser les jalons du rassemblement. Maintenant que c'est posé, maintenant que les recommandations ont été faites, maintenant que les secteurs d'activité ont été lancés, maintenant que nous avons depuis janvier 2017 un plan directeur d'industrialisation, c'est-à-dire nous avons des outils économiques qui disent que voilà le cap. Nous connaissons le cap aujourd'hui. À partir de ce, nous connaissons les piliers économiques et industriels vers lesquels justement le Cameroun souhaite que l'ensemble du pays, pas uniquement la diaspora, mais que l'ensemble du pays aille. Nous allons maintenant pouvoir décliner l'ensemble de nos projets justement dans ce plan économique-là. Ce qui a manqué, je terminerai là-dessus peut-être, c'est, il aurait fallu, puisque moi j'assiste à plusieurs missions économiques faites par des patronats étrangers, il faudrait que la stratégie justement économique et industrielle et d'investissement du Cameroun soit présentée à la diaspora comme elle est présentée justement à des investisseurs allemands, français, britanniques, etc. De façon à ce que les membres de la diaspora qui ne le connaissent pas sachent dans quelle direction en termes de stratégie on veut y aller et incluent donc leur projet dans cette dynamique-là. Oui, ce que je voudrais dire, nous avons besoin d'un cadre de dialogue inclusif au Cameroun. Et je crois que rien ne peut se faire s'il n'y a pas un respect mutuel. Et je pense qu'on ne négocie pas pour être Camerounais. Tous ceux qui ont le sang de ce peuple dans leurs veines, je crois qu'ils doivent savoir qu'ils sont Camerounais. Et il y a un cadre pour pouvoir avancer. Je parlais de combat pour notre développement. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Je pense que nous avons aujourd'hui la diaspora et pour nous, les membres de la diaspora sont les premiers ambassadeurs du Cameroun aujourd'hui. Nous ne pouvons pas lancer des grands investissements dans ce pays parce que j'entends seulement que oui, la diaspora a l'argent. Non, la diaspora a d'abord un premier travail à faire. C'est de faire le marketing sur le Cameroun, la bonne publicité du Cameroun. J'espère que même si nous sommes dans une famille, nous devons être d'abord acceptés que nous sommes membres d'une famille et des problèmes ne manquent pas dans une famille. Et je crois que nos frères et sœurs de la diaspora ont des devoirs et aussi des droits. Ils ont d'abord des droits et aussi des devoirs. Et je pense que ce que je dirais aujourd'hui, c'est un processus pour construire un pays. Nous devons aller trop vite. Nous avons besoin d'industrialiser ce pays qui demande des investissements directs étrangers. La diaspora camerounaise a comme mission de vendre positivement le Cameroun. Je souhaiterais que cette diaspora-là, au lieu parfois ce qu'on voit, je peux citer des cas, comme nos frères et sœurs du code, etc. Non, alors, je pense que... Vous en parlez, c'est très très bien. Pourquoi ne pas avoir invité par exemple des membres du code pour leur parler de ce marketing positif? Attendez, je vais terminer. Je pense que ceux qui étaient là, je voulais donc dire que le dialogue est engagé. C'est un appel à tous les Camerounais de leur dire que c'est notre pays que nous devons construire ensemble.
même si à certains moments il y a eu des malentendus, on ne peut que construire dans le dialogue, dans la tolérance et dans l'acceptation. Alors, oui, mais voilà, je vous remercie. C'est pour revenir dans le cadre de notre confrère qui parle du marketing. Positif. Du marketing positif pour vendre notre image dans notre pays. Je vous prends des exemples typiques. Je suis Camerounais d'origine. Je découvre que, parce que je ne sais pas ce que vous pouvez entendre parler de marketing, je découvre que la pêche est pratiquée par des étrangers au Cameroun. Elle est illicite, non déclarée. Le Cameroun perdant environ 256 milliards en devises générées par l'importation de poissons. Et nous avons environ 4 millions d'hectares de plans continentaux d'eau qu'on peut exploiter. Je remonte à l'international, j'ai saisi des partenaires techniques spécialisés en la matière, j'explique, je peux vous donner des preuves. Les partenaires techniques acceptent, ça c'est déjà un marketing assez fort pour la création d'emplois, de tout ce qui est afférent. Je reviens avec j'ai saisi le Premier ministre. J'ai découvert des gens qui peuvent nous accompagner techniquement et financièrement avec toutes les communes du Cameroun dans le cadre de la décentralisation avec les jeunes de chaque circonscription communale. Nous venons avec le projet. Les financements sont là. Je viens avec des partenaires. Nous allons toucher du doigt. C'est du vrai marketing. Ici, à Douala, où je me trouve, je ne connais pas la ville de Douala, je viens via le Minerex. Nous entrons. Le Minerex accepte, le gouvernement accepte. Nous partons, on part jusqu'à Limbé. Je pense que c'est du vrai marketing. Je reviens, le gouvernement dit, ok, c'est faisable. Il nous dit, ok, nous allons toucher du doigt. Nous partons jusqu'à, je porte le gouvernement et des communes. Nous allons jusqu'en Europe, nous visitons les étangs à Nancy et le domaine de l'Indre. Nous arrivons, on leur dit, ok, nous avons la possibilité de vous financer les études de faisabilité à 85% en dons non remboursables. Et les 15% viennent du côté camerounais et les communes sont impliquées. Pendant qu'on arrive, on revient, tout ceci sur rapport. Le directeur des collectivités, que je cite le nom, M. Ono, qui est le directeur des collectivités, il bloque le dossier. Donc, quel est le marketing que vous voulez encore qu'on fasse? Il y a des financements, il y a des partenaires techniques. La diaspora dépense son énergie. En l'occurrence, c'est pas ça, parce que je vous dis que je peux vous détailler avec des preuves à l'appui. Très bien. Voilà un exemple parfait, M. Jacques Mimaï, de ce qui plombe ce qu'on appelle marketing. Marketing positif. Nous savons bien que pendant qu'on fait ce marketing, il y a des obstacles dans notre pays qui bloquent le développement. Et je crois que nous devons tout faire, parce qu'on n'a pas du temps à perdre. Moi, j'ai l'impression que le monde va trop vite. Et je crois que le chef de l'État, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a la volonté, hein, parce que ça se discute. Et je dis déjà qu'on commence à discuter avec cette diaspora. Oui. Et il faut donner tous les moyens à notre diaspora pour être mobilisé pour le développement du Cameroun. Madame, oui. juste une précision et à mon frère de la diaspora. Essayons d'éviter de faire des actions qui sont très importantes. Mais il faudrait qu'on le fasse maintenant de façon collective. C'est-à-dire que vous avez votre structure et vous déployez comme vous venez de l'expliquer. Maintenant, vous n'allez plus le faire tout seul. C'est-à-dire que vous allez le faire dans un cadre. C'est pour ça que nous avons lancé le Conseil des représentants de la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle-là, mais les gens veulent faire cavalier seul. Et or, dans aucun endroit dans le monde, seul, on n'y peut rien. Il faudrait que nous venions collectivement, nous portions même si c'est un projet qui est votre projet, qui reste justement votre propriété, mais que vous avanciez individuellement, mais que vous soyez portés collectivement. Collectivement, un directeur, quel qu'il soit, ne peut pas faire opposition à l'ensemble de la diaspora qui porte un projet. Justement, c'est bien d'en parler. Ce ne sera plus possible. C'est bien d'en parler, Maître Bakwa, justement, parce que dans parler de solidarité, dans un magazine panafricain paru en octobre 2016, un numéro de ce magazine, on a justement révélé que la diaspora camerounaise était la moins solidaire de l'Afrique. Alors, pourquoi est-ce que les Camerounais de la diaspora n'arrivent pas à se mettre ensemble? On a pris par exemple le Mali, le Sénégal qui se mettent ensemble pour faire des projets communs, mais pas du tout au Cameroun. Je vais vous répondre. Et c'est une particularité du Cameroun. Je vais vous répondre. D'abord, vous savez, comme en toute chose, l'enfant naît, il rampe,
ensuite il commence à se lever, il commence à marcher, il commence à courir. C'est-à-dire, nous brûlons les étapes. Il faut d'abord se structurer, s'organiser. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous dire ce que nous avons fait en France. En France, nous avons dit effectivement, face à cette tentative individuelle, et à des tentatives qui peuvent parfois être partisanes, nous avons d'abord commencé à s'organiser par catégorie socio-professionnelle. Parce que vous connaissez quand même qu'il n'y a pas de solidarité. C'est pas qu'il n'y a pas de solidarité, disons qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas enclins à faire des choses collectivement. Dans l'un de ses discours à la nation, le 31 décembre, le président de la République l'avait dit clairement, justement les Camerounais sont individualistes. Donc, il avait dit. Donc maintenant, il faudrait que nous, on s'organise. Et comment nous avons fait? Parce que c'est ça, il faudrait qu'on vous le dise, parce qu'on ne vous le dit pas. D'abord, nous avons créé justement par catégorie socio-professionnelle organisé la diaspora. Les juristes, les médecins, le JICAM, la délégation du JICAM, les pharmaciens et tout. Nous avons cet ensemble de catégories socio-professionnelles. Ensuite, maintenant, cet ensemble travaille en commun. Nous avons monté justement les élus. Et dans la délégation qui est arrivée, dans la délégation de France, dans la délégation de France qui est arrivée, vous allez constater que nous avons avancé justement en collectif. Nous avions la possibilité chacun de faire cavalier seul. Alors, mais nous avons décidé, laissez-moi finir madame, vous me posez la question de savoir pourquoi les Maliens travaillent collectivement, pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à travailler collectivement. Parce que les Maliens ont d'abord commencé à s'organiser, à se connaître et à avoir un projet, avoir un plan d'action. Donc, c'est ça. C'est ce que nous essayons de bâtir. Jean-Patrick n'est pas totalement d'accord avec vous. Mais c'est son droit le plus absolu. Non, j'ai vécu 15 ans en France et le problème de la diaspora, en tout cas camerounaise en France, c'est d'abord un problème d'humilité. C'est-à-dire que les Camerounais en France, il y a un gros problème d'humilité. Et les Camerounais, un gros manque d'humilité, vous voulez dire? Oui, il y a un grand manque d'humilité, ça c'est évident. Les Camerounais en France pensent toujours que chacun pense toujours qu'il sait plus que l'autre. La construction dont Maître parle sur des associations par métier, les avocats, les médecins, quel impact est-ce que les associations d'avocats ont eu un jour au Cameroun? Je vais vous répondre tout de suite. Non, madame, c'est très important. Je vous en prie, il termine. Très important. Laissez-moi finir. Non, je vais répondre. Non, laissez-moi finir. Je vous en prie, maître. Et ensuite, je vais vous allez répondre. Moi, je bosse dans l'accompagnement de jeunes qui sont en entrepreneuriat. On a signé, le Cameroun a signé ce qu'on appelle les APE. Les APE, le point positif dont personne ne parle jamais, c'est qu'on peut exporter la matière première transformée vers l'Union européenne. Est-ce que j'ai vu aucune association, moi je parle des avocats parce que j'en connais plein, dire ok, nous allons aider les associations de jeunes qui se battent pour aider les jeunes Camerounais à pouvoir aider la culture, à mettre en place un process pour deux choses: exporter leur production vers l'Union européenne en adoptant une démarche qualité et qui pourrait faire que... Non, ça, j'ai pas vu, c'est très concret. Je connais les associations dont vous parlez et il y a des personnes très intelligentes dedans et qui sont très humanistes. Je parle par exemple de Pierre de Gaëtan Jicam, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et encore une fois, je dis bien que tout ce qu'on fait là, c'est pour une chose, c'est pour le bien-être des Camerounais. Le problème des associations en France, c'est que, et peut-être c'est parce que c'est une première étape, avant on avait une deuxième étape qui sera peut-être avec un impact plus direct, mais en tout cas, en 15 ans en France et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu d'impact direct de ces associations. Madame, je vais rapidement, vous avez c'est quelques secondes, je vous en prie. Le temps passe très important. Oui. Première chose, je vais vous donner 3 réponses. La première, nous avons monté, vous n'êtes peut-être pas au courant, nous avons monté, et c'est une grande première en France, c'est en France que ça a commencé, nous avons monté une permanence d'information juridique qui est ouverte une fois par mois à tous les Camerounais, sans exception. Ça date de quand ça date de 2015. Voilà. À l'ambassade du Cameroun en France, une fois par mois, tous les Camerounais et notamment les jeunes entrepreneurs ont à leur disposition, j'y viens, ont à leur disposition justement un panel de techniciens qui répondent à leurs questions. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque la nouvelle loi sur l'investissement en 2013 est parue, elle est parue le 18 avril 2013. En septembre 2013, nous avons organisé le premier forum international sur l'investissement n'a pas été organisé au Cameroun. Il était organisé à Paris. Et pourquoi on n'a pas été informé? Mais écoutez, laissez-moi finir. Et nous avons invité les entreprises du CAC 40. Et dans ces entreprises du CAC 40, il y a 2 qui se sont implantées
au Cameroun. Alors, le troisième et dernier exemple. Nous avons le barreau du Cameroun a intégré 1500 jeunes. Il n'y a aucune profession au Cameroun qui a intégré, à part les fonctionnaires qui ont intégré autant. Il s'est posé un problème de formation. Comment on forme ces jeunes? Les avocats camerounais de France sont venus à 2 reprises organiser pendant 3 jours des sessions de formation des 1500 jeunes stagiaires camerounais à leurs frais avec la meilleure expertise qui puisse exister. Voilà des exemples très concrets justement de ce que nous avons réalisé. Beaucoup d'exemples. Je vous en prie. Alors, Conrad, vous avez la parole, je vous en prie. D'accord. Rapidement, s'il vous plaît, le temps passe, donc on va aller rapidement. Je vais vous dire, c'est très génial ce que vous dites, mais vous allez dans le cadre juridique. Nous parlons dans le cadre... J'ai d'autres exemples, hein, je peux vous Ok, je vais revenir sur mon compatriote parce que moi, je vais straight away dans le développement. Le développement, aujourd'hui, j'ai demandé qu'on mobilise 1500 jeunes, 374 communes dans le cadre du développement de l'aquaculture et de la pêche industrielle qui peut être, c'est-à-dire une économie pour booster l'économie du Cameroun. Comment on le finance? J'ai des financements via la BNP Paribas assurés par la COFAS en France. Peut-être que vous ne connaissez pas. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. J'ai des financements via la Société Générale assurée par US Exim Bank aux États-Unis. J'ai des financements via la BIP en Belgique, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin, maître, je vous le dis, et je maîtrise mon affaire, il a juste besoin de l'appui institutionnel du gouvernement. D'accord. Et cet appui institutionnel est bloqué par des... Et j'ai des preuves à l'appui. Alors, beaucoup de boulot d'étranglement, Monsieur Jacques Bimaï, à l'investissement, finalement, rapidement, organiser ce forum en ce moment-ci, lorsqu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de goulot d'étranglement, comme je le disais, à l'investissement des membres de la diaspora, on se demande finalement qu'est-ce que le gouvernement a recherché véritablement en organisant ce forum en cette période. Non. Moi, je crois que je vous ai dit que l'implication totale de la diaspora, c'est un processus qui vient de s'engager. Et c'est ce que je voulais dire que nous devons tirer. Nous avons quelques indicateurs. Vous avez parlé du Mali, du Sénégal. L'apport de la diaspora dans le PIB, dans certains pays, va jusqu'à 25-30%. Nous sommes à 0,7% au niveau du Cameroun. Le gouvernement et nos frères et sœurs de la diaspora sont interpellés. Je crois qu'on a fait certaines propositions. Moi, j'ajouterais même ceci, il faut aller très vite, loin, donner la chance à la diaspora d'être représentée au Conseil économique et social, qui sera un organe consultatif pour notre gouvernement. Un organe qui est encore très et je souhaiterais que, il faut le noter. Et puis, j'entends que, en tant que 11e région du Cameroun, ça fait plus de 5 millions quand même de Camerounais. Je vous en prie. Pourquoi ne pas, par exemple, avoir aussi des sénateurs, par exemple, qui représentent cette diaspora des femmes? Il faudra qu'ils tiennent ça en compte. Ce que vous dites est pertinent. Pourquoi? Parce que je prends un exemple de la diaspora. On a organisé ce forum. J'ai été nommé comme participant dans le cas au comité d'organisation. J'ai donné des propositions assez complexes quand je tourne le dos, parce que nous n'avons pas le pouvoir. Je donne des propositions. Je vous ai dit et j'ai expliqué, j'ai demandé qu'on mobilise. Je vais citer. Tout à l'heure, même Serge Bakwa, Maître Bakwa a parlé de ce qu'ils ont fait ici. C'est passé comme ça, mais moi je n'étais pas informé. Oui. Ça veut dire que, comme je viens de dire, il y a un problème de communication et un problème d'organisation. Nous sommes très... Et puis il y a le problème d'humilité aussi. Alors, et puis moi je pense que c'est bien parti avec ce conseil. On va bientôt sortir avec ce conseil de la diaspora. J'espère quand même que on va se mettre très rapidement au travail. Parce qu'il faut d'abord aussi, je suis tout à fait d'accord, qu'il faut faire le recensement de tous les membres de la diaspora, savoir qui fait quoi, et maintenant engager ce que nous voulons engager. Ça risque d'être très compliqué, Jacques Bimaï. Vous convenez avec moi qu'on n'arrive pas déjà à faire le recensement des fonctionnaires. C'est pas peut-être à la diaspora qu'on va arriver, mais rapidement. Alors, le sentiment qui se dégage de ce forum, c'est que les problèmes que vous évoquez, vous membres de la diaspora, sont pratiquement les mêmes que tous les autres entrepreneurs au Cameroun déjà, lenteur administrative, vous parlez de lourdeur administrative, accès à la terre. Alors c'est pour tout le monde. Est-ce que vous pensez avoir des problèmes, des obstacles spécifiques
Je veux parler par exemple de cette affaire de double nationalité qui a été évitée pendant ce forum avec vous, Jean-Patrick Kedja, double nationalité. On n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que pour vous c'est un obstacle à l'investissement des membres de la diaspora? C'est un obstacle parce que en prélude, M. Bimaï disait qu'il y avait une volonté d'accueillir les gens de la diaspora. Mais si tu veux accueillir les gens de la diaspora, donne-leur un premier gage. Parce que quand Maître dit que certains ne veulent même pas venir, donne-leur un premier gage. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit certains ne sont pas venus. Ils sont réticents. Non, mais je vais même dans votre sens, c'est pas pour vous contredire. Mais pour dire que la réticence s'élève en donnant un gage de bonne volonté. Le gage de bonne volonté, ce serait de dire, OK, on va s'attaquer sérieusement à ce problème de double nationalité parce que c'est vrai que c'est incohérent. Nous allons, par exemple, je vous donne un exemple. Yannick Noah, qui est dans les 500 fortunes les plus riches de France, a sorti 60 milliards de francs CFA, 45 millions d'euros, c'est-à-dire 25% de sa fortune, pour venir faire une grosse immobilière au Cameroun. Voilà un exemple de la diaspora qui vient sans aucun... Ah ben il n'a pas eu besoin de... Non, mais c'est pour dire que... Si la nationalité va sortir par là. Voilà. Non, sur la question de la... Je vais vous répondre très simplement. Lorsque le chef de l'État nous a reçus en fin février 2013. À Paris, et que nous lui avons exposé parmi nos doléances celle justement de la double nationalité, moi personnellement, en me disant au revoir, il m'a dit nous allons vous répondre. Donc voilà, c'est-à-dire que nous attendons justement la réponse. C'est un handicap selon vous à l'investissement des Camerounais? Disons que la double nationalité peut être un handicap. Et si vous permettez, je vous explique par un exemple très concret. Rapidement, je vous en prie. Vous savez, notamment quand vous êtes cadre d'entreprise, vous êtes cadre, parce que moi je l'ai vécu, vous êtes cadre dirigeant d'entreprise. Vous gérez l'espace européen. Et que vous avez justement une réunion en Russie, à Cracovie ou dans un autre pays, vous devez partir le lendemain. Vous avez un passeport vert. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas pris vos précautions à l'avance, de pouvoir avoir les visas des différents pays dans lesquels vous êtes susceptible d'exercer votre activité de manager d'une division, etc., eh bien, vous n'allez pas pouvoir. Et si vous n'arrivez pas à le faire, on va nommer quelqu'un d'autre à votre place. Alors que via la double nationalité, vous aurez la possibilité de garder votre nationalité camerounaise, moi c'est ce que j'ai fait, et vous avez justement la possibilité de prendre la nationalité de votre pays de résidence. Ça vous permet justement d'avoir la flexibilité, ne serait-ce que pour se déplacer à l'étranger très rapidement en tant qu'exécutif et donc de vous déployer. Vous gagnez en richesse. Et une partie de cette richesse, croyez-moi, vous l'investissez au Cameroun. Oui, monsieur. Oui, maître, je ne suis pas d'accord avec ce que vous donnez comme exposé. La double nationalité au Cameroun, c'est parce que les Camerounais veulent avoir une nationalité extérieure et veulent avoir la nationalité camerounaise. Aujourd'hui, moi, je suis italien. Je n'ai pas reçu d'obstacle depuis que je vais au Cameroun. Ce que vous dites est pertinent. Maître, vous êtes français, je ne sais pas. Je suis camerounais. Ok, vous êtes camerounais. Voilà. Mais vous avez vos problèmes sur le plan international pour vous déplacer pour aller. Attention. Au Cameroun. Ça se pose en France. Non, je n'ai pas de problème puisque aucun visa. Je vais dans 15 pays au moins chaque année. Et j'ai toujours mes visas. Parce que je prends mes précautions. Attention. Mais pourquoi la nationalité? Oui, mais parce que la double nationalité, parce qu'il y a des gens qui résident dans un pays, qui veulent même s'impliquer dans un pays, notamment politiquement. Je vous rappelle que nous avons une association d'élus politiques et professionnels. Donc, pour pouvoir s'impliquer dans ces différents pays, s'ils ont la double nationalité, ils peuvent davantage le faire. Si nous avions la double nationalité, nous aurions beaucoup plus de Camerounais qui seraient conseillers municipaux, qui seraient élus locaux, qui seraient maires adjoints, et donc qui seraient dans tous les pays, en Belgique, en France, etc. Mais bien sûr, sauf que le sujet, je l'en prie, je suis en train de vous parler des pays de résidence. Oui, de résidence, il n'y a pas de problème de double nationalité. Vous êtes français, vous avez votre double nationalité pour nous permettre de pouvoir se déployer dans tout le monde. Mais au Cameroun, moi, je suis pas d'accord. Sauf que le sujet a été très bien évité. Ça n'a pas été On n'en a pas beaucoup parlé, vous convenez avec moi. Non, c'est un problème qui est assez sérieux. Je voulais seulement dire ici qu'après la rencontre à Paris avec le Camerounais de la diaspora, le chef d'État a donné des instructions. Le dossier est en étude, mais il a été freiné avec certains dossiers de l'opération
épervier, parce que certains nous ont brandi les deuxième passeport et puis les chancelleries occidentales nous ont posé assez de problèmes. Mais ce que je dis, pour moi aussi, je suis pour la double nationalité parce que c'est pour l'intérêt de notre pays. Ce que Maître Bakwa est en train de dire, c'est exact, c'est sur le plan économique, c'est nous qui pouvons gagner. Mais donnons le temps au gouvernement, aux législateurs de voir ces problèmes. Ce problème n'a pas été, quand on parle de faciliter la tâche à la diaspora, ça fait partie. Donc le processus est engagé. Je pense que nous devons avancer dedans. Nous attendons beaucoup de la diaspora, comme aussi cette diaspora attend beaucoup de nous. Oui, et la diaspora, je terminerai par là, la diaspora camerounaise de France a fait une proposition alternative, parce qu'il faut le dire. Si, dans la période intermédiaire où on poursuit l'étude de cette question de double nationalité, une proposition alternative a été faite qui est de dire, d'accorder justement, et là, cette fois, pour les Français, les Camerounais qui ont pris une nationalité autre, d'avoir un visa, une sorte de visa de 5 ans qui leur permette justement de pouvoir venir au Cameroun sans avoir à solliciter, à payer un visa dans leur pays de résidence et pouvoir justement effectuer un certain nombre de facilités. Oui, mais les cartes de séjour existent pour ceux qui passent permanemment justement leur séjour au Cameroun. Pour celui qui est en Angleterre et qui veut, et vous qui êtes en Angleterre, vous avez une réunion au premier ministère dans les 2 jours qui viennent. Je prends mon vol, on me donne le visa à l'aéroport. Oui, je l'ai toujours fait. Oui, mais vous allez le faire. Oui, mais on peut faciliter les choses aussi en prévoyant un dispositif, pas individuel, monsieur, mais collectif, qui permette justement à chacun de pouvoir avoir un visa intermédiaire. Merci à vous d'avoir réagi rapidement, en quelques mots, mettre quoi, plusieurs recommandations. Donc à la fin, vous avez fait quelques recommandations, examiner la possibilité de créer un secrétariat d'État chargé de la diaspora, la création d'un fonds d'investissement. Il va servir à quoi rapidement? Je vous en prends ça par là. Oui, un fonds d'investissement va servir, déjà à drainer les financements qui descendent, de telle façon à ce qu'il y ait une juste allocation entre ce qui va relever de l'investissement et ce qui peut relever de la consommation. Et deuxième chose, ce fonds d'investissement va servir de garantie. Il va servir de garantie de manière à ce que les entrepreneurs de la diaspora aient une structure qui apporte une caution, soit une caution directe, soit une garantie à première demande ou un collatéral de type anglo-saxon, garantie à partir de laquelle des banques comme la BNP que vous avez citée, comme la Société Générale, pourront justement financer leurs projets. Voilà. Merci. Très techniquement, à quoi ça va servir? Merci. Juste quelques chiffres avant de refermer complètement. Les fonds de ce fonds-là viendront d'où? C'est à vous aussi avec l'implication de la diaspora? La diaspora aussi va mettre de l'argent dedans? On trouve, c'est de l'ingénierie financière. À partir du moment où nous sommes d'accord sur le principe, la technique, on sait faire. Alors, merci à vous d'avoir réagi pour ce premier sujet. Juste un petit, quelques chiffres avant de partir. Selon donc un classement d'Investir au Cameroun, qui est un site en ligne qui parle donc de l'économie. Alors le Cameroun a envoyé au Cameroun, la diaspora camerounaise a envoyé au pays environ 585 milliards de francs CFA. Pour la seule année de 2016, 5 millions environ de Camerounais qui sont à l'extérieur, contre plus de 1000 milliards, contre 3 millions de Sénégalais qui sont à l'extérieur. On reviendra peut-être dans un autre plateau pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve aussi loin du Sénégal, par exemple. Alors, merci à vous, Conrad Bébé Indi, d'être venu, également à vous, Jean-Patrick Ketcha, qui allait me quitter pour le deuxième sujet de ce jour. Nous allons donc parler de cette autre actualité de la semaine, l'actualité forte et relayée par la presse, ce prêt de près de 400 milliards de francs CFA que le FMI vient d'accorder donc au Cameroun. Dans les parutions de cette semaine, on estime que le pays retombe à nouveau sous ajustement structurel. Certains parlent carrément de décadence. On en parle donc dans cette édition avec nos prochains invités. Mais le temps déjà avec vous, Jacques Bimaï. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau plan économique que le FMI donc vient de dérouler en faveur du Cameroun? Voilà, je vais d'abord commencer par ceci. Il faut comprendre, quand on parle de l'économie, aucune économie ne peut fonctionner
sans ce que nous appelons techniquement les infrastructures techniques et sociales. Les infrastructures, moi on m'a appris en Allemagne que les infrastructures techniques et sociales le plus souvent sont publiques, parce que ça coûte beaucoup d'argent. 16 900 milliards de francs CFA évalués par le Minepat, rien que pour les infrastructures. Bon voilà, donc ça coûte énormément cher. Quand on nous demande, vous avez vu le premier plan d'ajustement structurel de 2008 environ à 2006, de 1987 à 2006, on nous a poussé à faire des privatisations, même au niveau des infrastructures. Résultat, les gens qui viennent se faire de l'argent, puisqu'une infrastructure technique comme le chemin de fer, la route, ça ne peut pas, un barrage, ça ne peut pas se calculer comme on fait, par exemple, comme on calcule la rentabilité d'une entreprise. Nous avons des problèmes aujourd'hui. L'État doit faire des efforts. L'État s'est donc jeté dans de gros investissements. Et au moment où l'État est en train de le faire, nous avons des difficultés avec la chute des prix du pétrole, exactement les problèmes de sécurité, qui nous coûtent énormément cher. Il est tout à fait normal. Excusez-moi, aucun pays dans le monde ne peut se développer sans endettement. Que nous puissions avoir un prêt concessionnel. J'entends les gens dire ici, oui, pourquoi le Cameroun n'est pas venu chercher de l'argent ici? L'argent du marché coûte trop cher. Nous sommes environ à 10% parfois. Il est tout à fait normal que le Cameroun puisse négocier avec une institution comme le FMI pour avoir un prêt concessionnel, c'est-à-dire avec un taux d'intérêt bonifié. Alors, pour faire face à notre équilibre budgétaire, laissez-moi citer, et surtout pour nous permettre maintenant d'avancer. Mais maintenant, la question qui se pose, et là où le problème aussi de la diaspora, c'est important. Pendant que l'État se jette dans les gros investissements, il faudrait qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle le output au niveau maintenant du retour d'investissement. Il faudrait donc qu'il y ait de la valeur ajoutée. C'est pour cela que je pense que le sujet de la diaspora est bien arrivé, que avec ces barrages qu'on va créer, avec ces infrastructures, que les industries puissent se créer et que ces industries ne peuvent que se créer avec l'implication de la diaspora. Alors merci à vous. Vous me donnez le temps de dire bonjour à ces autres panélistes qui nous ont rejoints sur ce plateau. D'abord, Dr Simon Basseli-King, d'Omnilet, merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, hein. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors vous êtes économiste, plus simplement, oui. Enseignant à l'université Saint-Jérôme de Douala. Voilà, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autre invité qui nous a rejoint, Toussa Mboka Tongo, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes expert consultant, expert en commerce et développement du secteur privé. C'est cela, oui. Merci, on va donc continuer le débat. Je le disais avec vous, Dr Basseli-King, on parlait de cette facilité élargie de crédit que le FMI vient d'accorder au Cameroun, près de 400 milliards de francs CFA, sauf que l'information rendue publique cette semaine a suscité, je veux dire, une véritable levée de bouclier. Pourquoi ça fait tant bruit dans les milieux économiques où l'on s'insurge carrément contre ce chemin qu'est en train de prendre le Cameroun? Oui, c'est vrai que je ne suis pas aussi optimiste que mon voisin, M. Jacques Dimaye. Je considère que le FMI, c'est le cœur même de l'Occident. C'est le FMI qui secrète toutes les misères que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Et comme je suis, vous voyez mon âge, je ne suis plus jeune, comme je suis un ancien, je cite les Romains qui disaient « Timeo ganaos et dona ferentes », c'est-à-dire j'ai peur des Grecs, les Grecs étaient les ennemis des Romains au départ, j'ai peur des Grecs et des cadeaux qu'ils le font. Alors, si mon ennemi me fait un cadeau, je l'accepte, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et surtout, si j'ai un peu de mémoire, que je me souvienne que la dernière fois que le FMI est passé au Cameroun, il nous a mis sous ajustement structurel pendant 20 ans. 20 ans. Je crois, je ne sais pas s'il y a d'autres situations par le monde où pendant 20 ans, un pays n'a fait que du surplace, sinon de la reculade économique. Et là, je me dis,
ces gens-là qui nous ont fait tant de mal, est-ce qu'ils peuvent nous faire du bien aujourd'hui? Je me pose la question. Et enfin, il y a quelques mois à peine, le FMI était au Cameroun et il nous a dit, attention, le Cameroun est très endetté et il faut qu'il cesse tous les projets structurants qui sont en cours parce que il n'y a plus d'équilibre macroéconomique. Et bon, est-ce que le FMI a révisé sa position? Est-ce que le FMI a changé de point de vue? En tout état de cause, je me méfie de mes ennemis et je me méfie de leurs cadeaux. Alors, Maître Serge Bakoa, Jacques Bimaï parlait tout à l'heure ça fait donner une notion, on ne peut pas se développer sans endettement, sauf qu'au Cameroun, on en est quand même à plus de 5 500 milliards d'endettement public. Alors, à 30% de notre PIB. Même si ça semble quand même énorme. Pour l'économiste que je ne suis pas, ça semble énorme. Alors, est-ce que certains économistes ont justement réagi, estiment qu'on pouvait faire s'endetter cette fois-ci? Qu'est-ce que vous pensez-vous de ce plan économique qui a été rendu public cette semaine? Je pense que il lui était difficile, lorsqu'on a un plan, il faut pouvoir justement le financer. Vous avez vu, c'est la question que je posais à mon compatriote de la diaspora tout à l'heure. Parmi justement les mécanismes de financement, soit justement vous financez après avoir épargné. Donc nous avons une épargne publique qui est négative parce que nous sommes déficitaires. Hein, monsieur l'économiste le sait. Donc on ne peut pas utiliser ce levier. Soit justement nous avons une épargne interne privée qui peut être mobilisée justement pour le financement de l'économie. Là aussi, nous avons un véritable sujet parce que tout le monde connaît cette fameuse problématique de la surliquidité des banques qui, à partir du moment la surliquidité des banques avec difficulté justement de recycler cette surliquidité dans le financement de l'économie. Nous avons gagné de l'argent, davantage de l'argent. Monsieur Bimaï vient de le dire, nous avons eu à faire face et nous faisons face à la contraction justement des termes de l'échange, c'est-à-dire justement des prix de nos différentes matières premières. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la possibilité justement de se financer par endettement. Maintenant, le principe de l'endettement n'est pas mauvais en soi. La question c'est, premièrement, cet endettement est-il soutenable? La réponse à la soutenabilité de cet endettement, c'est de regarder justement quels sont nos taux aujourd'hui en pourcentage du PIB. On voit que, moi j'ai les chiffres, en 2016, ça c'est les chiffres du FMI, nous sommes à 32,8% du PIB. Nous montons en prévision à 33,9% en 2017 et en 2018, en intégrant justement des capacités financières nouvelles, nous arrivons à 35,5% du PIB. Taux qui est inférieur à certains pays de taille similaire en Afrique. Donc on ne peut pas dire. Madame, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. On parle de sujets qui sont très techniques. On parle de sujets qui sont. Donc on ne peut pas dire. Oui, nous pouvons nous préoccuper de la cadence justement de l'endettement. Mais nous avons la possibilité de nous endetter, donc endettons-nous. Nous avons cette possibilité de nous endetter à des taux concessionnels. Notre rating des agences de notation, justement, reste soutenable d'un point de vue international. Nous sommes aidés, justement, par les agences Fitch et les agences Standard & Poor's. Donc, nous avons encore des marges de manœuvre d'endettement. Maintenant, il faudrait que ces marges de manœuvre soient utilisées, et j'ai cru comprendre que ce sera le cas, ces marges de manœuvre soient utilisées pour assainir justement le fonctionnement budgétaire. Alors, pour dégager justement des marges de recettes publiques et enfin, très important, et c'est là que la diaspora peut intervenir, apporter sa contribution pour pouvoir booster le secteur privé à partir d'un certain nombre de piliers comme la recherche, l'innovation, le numérique et les activités à valeur ajoutée. Toussaint Mboka, sur la question de ce nouveau plan de redressement économique, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends disons,
l'hésitation du docteur Basilikine, effectivement, 666 millions. Tout à l'heure, quand on dit 666, c'est le nombre de la bête. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, il faut lire Apocalypse 13, 18. Donc, pour être plus sérieux, le problème qu'il y a, c'est que le FMI a besoin que les créanciers du Cameroun soient payés. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les 400 milliards représentent à peu près une année d'importation de poissons et de riz. Donc, si jamais nous perdons environ 500 milliards de méventes ou alors de baisse des cours du pétrole et que nous importons pour manger chaque année du riz et du poisson, ça posera un problème à un moment donné. Donc, le FMI intervient un peu comme sapeur-pompier, mais nous devons nous dire que comment se fait-il qu'un pays qui est dans l'eau, un pays qui baigne dans l'eau, comme le Cameroun, importe le poisson? Ça veut dire que si nous développons, et je crois que la diaspora, le sujet de la diaspora a évoqué la question du poisson, si nous développons la pisciculture et l'aquaculture, nous pouvons même avant 2030, qui vise un taux de transformation de 70%, aujourd'hui, selon le Minepat, nous visons 20%. Donc ça pose un problème. Si vous comptez sur la fève pour payer vos dettes, vous êtes mal parti. Alors, docteur Basilikine, rapidement, peut-être j'aurais dû commencer par là. Il y a aujourd'hui dans la presse une incompréhension, ou alors dans les milieux économiques. S'agit-il, c'est quoi la différence, alors la nuance entre, comment on appelle ça, plan d'ajustement structurel et justement cette facilité élargie de crédit? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Est-ce qu'on est vraiment dans l'ajustement structurel comme l'ancien en 85, on a fait 20 ans? Alors, c'est quoi la nuance aujourd'hui? Écoutez, en réalité, ce prêt-là, personnellement, je n'ai pas eu connaissance des documents qui l'accompagnent. Donc, je ne pourrais répondre que de façon approximative à votre attente. Mais je sais que en réalité, je souscris à ce que venait de dire mon prédécesseur sur le micro. En réalité, la dette en elle-même n'est pas une mauvaise chose, puisque nous sommes en train de réaliser de très, très importants chantiers structurants. Je pense au port en eau profonde de Kribi, qui s'achève. Je pense aux différents barrages hydroélectriques. Certains sont en cours d'achèvement, d'autres commencent, d'autres sont même encore en projet. Et tout ça, c'est des projets qui sont susceptibles de générer les moyens qui puissent permettre de rembourser ces dettes-là. Donc, en tant que tel, l'endettement n'est pas une mauvaise chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est celui qui nous prête, quelqu'un qui vous a déjà mis en prison et qui revient dire « je viens vous aider ». Quelqu'un qui a déjà incendié votre industrie, parce que le dernier plan d'ajustement structurel, madame, a fait des ravages économiques tels que nous mettrons peut-être un siècle pour nous retrouver. Rappelez-vous, nous étions encore, avant ce programme-là, un pays à revenu intermédiaire. Et après que ce plan soit passé, nous sommes devenus un pays pauvre et très endetté. Eh bien, dans ces conditions-là, j'ai dit, tout dépend des conditions qui accompagnent le prêt. Mais sinon, l'endettement en tant que tel, et pour le cas d'espèce, et dans la situation du Cameroun, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors justement, je voudrais ajouter qu'en réalité, malheureusement pour nous, si cet argent est utilisé pour les projets structurants, nous sommes mal barrés. Parce que dans 20 ans, la Banque mondiale et le FMI va débarquer au Cameroun avec ses ordinateurs et ses têtes d'œufs pour nous dire attention, le port en eau profonde de Kribi est mal géré, privatisé. Attention, le barrage de la Mekim que vous avez construit, très cher, privatisé. Et comme on ne privatise jamais qu'au profit de l'Occident,
Vous comprenez pourquoi je suis hésitant. Alors, Jean Pima, je vous en prie. L'autre problème, vous me dites que la dette n'est pas mauvaise, vous dites, bon, on doit s'arrêter pour se développer, sauf qu'il y a quand même ce projet-là, cet argent est donné contre un programme économique qui sera mené sur 3 ans. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours qu'il va améliorer la croissance en augmentant des recettes de l'État. Sur quel levier va-t-il appuyer le gouvernement? Est-ce qu'on doit s'attendre, comme ont prédit certains économistes cette semaine, à avoir des répercussions sur le plan social? Par exemple, ces salaires des fonctionnaires, est-ce qu'ils vont baisser? Pour vous, c'est pas mauvais de faire de la dette, mais il y a des gens qui vont peut-être voir leur salaire revu à la hausse. Il y a la pression fiscale qui risque d'augmenter. Certains pensent que c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on fait de ces conséquences, par exemple? Non, moi, je veux dire, le premier plan d'ajustement structurel, le pays était complètement en faillite. On nous aidait même pour payer les salaires, pour presque tout faire. On n'avait plus rien. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est un plan d'ajustement qui nous accompagne au niveau, avec nos plans, avec nos grands projets structurants. Parce que si on va commencer à privilégier les dettes, nous allons arrêter avec ce projet-là. C'est pour ça que moi je suis en train de dire, et ça c'est tout à fait, au lieu de dire que non, la dette n'est pas bonne, plutôt je suis d'accord, il faut qu'on passe, comment on va gérer, comment on gère la situation actuelle. Il faut quand même que ça ne va pas, qu'on essaie de voir au niveau du train de vie de l'État, comment on peut serrer. Mais j'ai dit, cet endettement est important. Mais ce qu'il faut faire, c'est là où nous devons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentabiliser ces grands investissements-là? Il faut donc de la valeur ajoutée. Il faut maintenant que nous soyons capables de créer des industries, par exemple, pour transformer certains produits. Et pour cela, il faut de l'expertise. Et là, nous regardons la diaspora. Vous ne répondez pas à ma question, je vous en prie. Je vous parlais des conséquences de ce plan. Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi devons-nous s'attendre? C'est Camerounais qui doit perdre de l'argent. Non, c'est tout à fait normal que l'État doit élargir l'assiette fiscale. Nous devons chercher, et je crois que dernièrement, et ça avait commencé, l'État du Cameroun a commencé par exemple à faire certaines impositions. L'État a besoin d'argent, l'État doit élargir l'assiette fiscale dans certains domaines, sans toutefois, par exemple, étouffer sur le plan social ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que je suis en train de dire que pendant ce temps-là, l'État doit penser aussi très très rapidement, parce qu'on n'a pas assez du temps, chercher comment on peut gagner de l'argent. Or, on ne peut que gagner de l'argent à travers de la valeur ajoutée. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut aller très vite, pas seulement de voir que oui, il y a des choses. Je donne un petit exemple. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, vous savez ce que ça nous coûte là à Yaoundé, les marchés des études, où vous allez voir certains pays au même niveau que le Cameroun, venir ici presque tout rafler. C'est l'argent qui s'en va. Je pense que là, par exemple, je donne une proposition tout de suite. Notre code des marchés n'est pas favorable pour ce que nous sommes en train de faire. Il faut revoir notre code de marché, ne faire des appels d'offres que là où les Camerounais, de l'intérêt du pays et de la diaspora, ne peuvent pas nous apporter leur concours. Alors, Toussaint Mboka, des économistes qui ont réagi dans la presse également cette semaine ont estimé qu'on pouvait éviter cet emprunt. On pouvait l'éviter en réduisant, vous avez parlé du train de vie de l'État, en amaigrissant certaines poches de dépenses. Est-ce qu'on était obligé économiquement d'acquérir ce crédit? Oui, disons que c'est pas que nous avions le choix, c'est-à-dire que le FMI a besoin de rassurer les créanciers du Cameroun. On appelle le choix. Oui, non. Le FMI doit rassurer les créanciers du Cameroun qui sont membres du FMI comme le Cameroun. L'argent qu'on nous prête, c'est l'argent des autres membres. Donc il faut que les membres sachent qu'on aide le Cameroun parce que demain, comme il importe le poisson, comme il importe le riz, il faut qu'il soit capable de nous payer en devises, pas en CFA, en dollars. Donc, je crois que le président Bimaï a raison, mais beaucoup de gens parlent de l'industrialisation. Mais il n'y a pas d'industrialisation sans production.
Il n'y a pas de transformation sans production. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un dire oui, je vais faire une usine, je vais faire du tapioca industriel ou bien je vais faire de l'amidon industriel, il faut qu'il trouve du manioc. Donc c'est ça le problème. Et c'était le but dans le DSCE des projets tels que le programme Agropole. Qui va normalement s'arrêter en 2020, il faudra qu'on fasse l'audit, qu'on voit où nous en sommes. Parce que c'est comme ça, au lieu que les jeunes viennent s'agglutiner à dormir sur les motos à Douala et Yaoundé, il faut qu'ils soient dans la campagne, qu'ils produisent et qu'ils alimentent nos industries. Alors, on vous appelle justement, vous, la diaspora, à venir investir au Cameroun. On vous parle de pression fiscale à l'horizon. Ça ne vous inquiète pas? Avant de vous répondre, c'est qu'on fasse tout ce qu'on veut bien faire, il faut un plan. Voilà, c'est-à-dire nous avions eu au départ un plan directeur d'industrialisation qui, à la faveur justement de l'ajustement structurel, avait été laissé de côté. Aujourd'hui, il y a eu le DSCE dont vous avez parlé. Le DSCE, dans son opérationnalisation, le gouvernement lui-même s'est rendu compte du fait qu'il y avait justement des outils qui manquaient. En début d'année, nous avons eu un plan directeur d'industrialisation qui a défini quelles sont les filières et les piliers sur lesquels on est susceptible de trouver la valeur ajoutée. Nous avons justement, le ministre de l'Industrie a annoncé la refonte des partenaires institutionnels à l'investissement au Cameroun. Donc, nous mettons en place l'organisation qui permet justement de pouvoir accueillir ces nouveaux financements qui arrivent et de déployer ces financements à bon escient. C'est ça. Si nous faisons cet exercice-là, nous allons pouvoir tirer profit justement de ces financements additionnels. Revenons sur les conséquences. Maintenant, sur les conséquences. Vous savez, aujourd'hui, personne ne peut lire dans le marque de café et dire que demain, le gouvernement va baisser les salaires de 30%. Demain, justement, la pression fiscale va augmenter, alors que notamment le taux de l'impôt sur les sociétés vient de passer pratiquement de 35 à 30%. C'est-à-dire, il faut simplement qu'on fasse attention. J'ai entendu monsieur le président Bimaï parler tout à l'heure. Attention à la pression fiscale. Les entrepreneurs camerounais, justement, expriment le sentiment de pression fiscale. Il faut faire attention à ça. Attention aux créances fiscales, madame. Les entreprises qui sont en situation de créance de crédit de TVA doivent pouvoir obtenir le remboursement le plus rapide de ces créances de TVA. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, ça va être fait de façon numérique. Voilà les choses en termes de conséquences qu'on peut dire. Et je termine sur la diaspora. Prenons, je vais vous prendre un exemple très précis, mais vraiment très précis, qui est en lien avec cette question de l'endettement. Vous savez, sur le panel, que pour la première fois, nous en avons parlé en 2013, lorsque le président nous a reçus, que le Cameroun aille sur les marchés financiers internationaux lever des eurobonds. Ça a été fait. C'est-à-dire, nous avons été écoutés sur cette proposition. Donc, ça a été fait. Nous souhaitions avoir 1500 milliards de dollars. Nous n'en avions eu que la moitié. C'est de dire que lorsqu'on lance des opérations comme celle-là, il faudrait impliquer la diaspora. Parce que nous, de la diaspora, avec l'humilité que ce genre de choses exige, nous sommes à des postes d'observation et de lobbying et de marketing qui nous permettent de vendre justement la position et la situation du Cameroun, parfois même auprès des investisseurs qui ne connaissent le Cameroun ni d'Adam et d'Ève et qui sont susceptibles de venir. Voilà en quoi la diaspora peut être utile à ce genre d'exercice. Dr Baselikine, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que le programme qui va accompagner ce crédit de 400 milliards de francs CFA, 390 milliards plus précisément, va se faire sans pression, sans conséquences sociales, sans, par exemple, la baisse de salaire, sans pression fiscale? Comment est-ce que l'État va faire pour élargir son assiette, sinon? Écoutez, si je devais faire parler mon cœur, je dirais oui, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Malheureusement, je dois raisonner. L'État a signé avec l'Union européenne, l'APE, l'accord de partenariat économique,
qui fait que l'État a perdu une bonne partie de ses recettes fiscales qu'il percevait jusque-là avec la douane. Quand on sait que nos principaux clients et fournisseurs étrangers sont dans l'Union européenne, on comprend que l'État est dans ses petits souliers et que fatalement, automatiquement, il va augmenter ses recettes fiscales, c'est-à-dire élargir l'assiette, ainsi que le disait M. Dimaye. Mais moi, je pense que au-delà des projets structurants, ce que la diaspora peut apporter, c'est que en ce moment, moi je suis enseignant, nous sommes dans les universités en train d'axer les enseignements autour de l'entrepreneuriat, de telle manière que le jeune qui sort de l'université ne dise pas « je vais chercher du travail », mais dans la mesure du possible, je vais créer mon emploi moi-même. Dans ces conditions-là, si les fonds ainsi empruntés peuvent être même en partie orientés de ce côté-là, si la diaspora est en mesure de nous apporter de l'aide de ce point de vue-là, je dirais nous n'aurions plus beaucoup de crainte parce que on n'a pas encore vu le FMI privatiser des entreprises qui appartiennent à des étrangers, mais les entreprises d'État, on l'a vu en Grèce, ce n'est pas une question d'Afrique ou de Noirs, le FMI c'est une banque qui n'a que l'ordinateur à la place du cœur. Alors, je vous en prie, on va rapidement sortir. Je vous pose une question. Je voulais donner une information. Laissez-moi vous poser ma question, je vous en prie. Non, je voulais donner une information. Monsieur Jacques Bima, vous me laissez poser la question. Je vous en prie, Jacques Bima, s'il vous plaît. Vous me laissez poser la question. Vous allez peut-être répondre rapidement. Alors, non, peut-être la réponse. Je voulais savoir, vous me faites peut-être le fil des idées en même temps. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le FMI, l'État qui annonce, qui pense pouvoir, voilà, le FMI, je me retrouve. Le reproche qu'en fait le FMI, justement, c'est de donner de l'argent au Cameroun, alors qu'il sait pertinemment que cet argent sera donc mal géré. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui voient ainsi pourquoi le FMI continue de donner de l'argent au Cameroun, alors qu'on sait que la corruption, c'est devenu notre vie? Non, moi, je ne vois pas des choses comme ça. Le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus, mais qui a des bons financements et tout. Et en ce n'est même pas. Moi, je pense qu'au niveau du Cameroun, les efforts sont faits au niveau de la gouvernance. Tu pensais vraiment? Et oui, je crois. Et je crois que nous ne pouvons pas continuer avec la malgouvernance. C'est pour cela que je voulais donner une information tout à l'heure là. Le Cameroun est en train de faire élaborer ce qu'on appelle les schémas d'aménagement et de développement durable pour chacune des régions. Donc il y aura pour chacune des régions un programme de développement sur 5 ans que les populations pourront suivre. Je reviens sur le problème du riz. Je vous en prie. Du riz. On me fait signe que c'est l'État a financé des unités pour la transformation de riz à Yagua. Et c'est là, ce sont l'État du Cameroun. Je ne comprends pas. Ces unités industrielles sont arrivées à Yagua depuis quelques mois. Je suis encore couché là, ça ne bouge pas. Pendant ces temps, vous avez raison, notre balance commerciale doit s'améliorer avec des choses. Nous devons produire. Le made du Cameroun doit être consommé sur le plan scientifique, sur le plan agricole, sur le plan industriel. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'être venu, cher monsieur, à vous, Maître Serge Bakoa, Jacques Bimaye, Dr Baseline King, il y avait également Toussaint Mbakwe, à tous ceux qui étaient là avant. Je pense à Conrad Bebedi et à Jean-Patrick Ketcha, à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Bon dimanche à tous.